Donc, rebonjour tout le monde, re-bienvenue dans notre cours de 420 T05. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la culmination de qu'est-ce qu'on a vu à travers la session. Donc, on va aller regarder aujourd'hui comment les applications vont utiliser les différents serveurs qu'on a construits à travers le cours. Donc, si on fait un petit récapitulatif du cours qu'on a eu une première partie du cours où on a appris le langage du web, le JavaScript, qui nous permettait de manipuler des différentes structures de données, qui nous permettait de travailler facilement avec des fonctions de callback. C'est un peu la force du langage. Puis, dans la deuxième partie du cours, on a utilisé ce langage-là pour être capable de construire des serveurs d'applications web, donc qui nous permettaient de répondre à des requêtes, puis d'être capable de, avec ces requêtes-là, habituellement, maintenir une structure de données, maintenir des informations qu'on pouvait ensuite aller recueillir. Donc, cette partie-là, habituellement, œuvre à l'intérieur d'un ensemble d'autres éléments. Donc, on a, nous, fait la partie qu'on appelle la couche logique. En fait, quand on travaille dans des applications qu'on dit full stack ou des applications web de multicouches qu'on appelle. Donc ici, le principe d'une application multicouche, en fait, c'est plusieurs applications qui travaillent ensemble. Okay? Des fois à l'intérieur de la même application, mais souvent des applications différentes, qui nous permet de vraiment décortiquer un problème, d'être capable de juste l'appliquer à certains endroits pour être capable d'avoir différentes équipes, pour être capable que ce soit plus flexible, pour que ce soit plus modulaire. Donc, nous, dans notre cours, on a créé et travaillé sur la couche logique, okay, ou des fois aussi qu'on appelle la couche métier, ou en français, en anglais, qu'on appelle le back-end, qui nous permet de recevoir des requêtes, puis d'être capable de construire une réponse, d'être capable de construire différents éléments avec ça. Est-ce qu'il y a une question? Il y a un micro qui s'est levé. Donc, le principe, c'est que nous, on a utilisé Express pour être capable de construire des back-ends, mais je veux que vous sachiez qu'il existe une panoplie de différents back-ends possibles. Donc, si on regarde, mettons, sur un autre ici, hop là. Donc, ici, on a une application là, qui existe. Attends, on va regarder ça ici, puis je veux juste aller regarder le démo de ça. Donc ici, on a ce qu'on appelle une application complète. Okay? Donc on a la page web. Puis avec la page web, on a ici derrière puis là c'est une espèce de facsimile d'une place avec des blogs où c'est que tu peux rajouter différents éléments. Tu peux aller cliquer sur la patente, tu peux l'aimer. Okay? Donc derrière, puis il y a une série de données. Qui nous permet de sauvegarder ces données-là, d'être capable de répondre aux différentes requêtes, et ainsi de suite. Puis, le principe de cet exemple-là, c'est d'être une représentation des différentes couches pour bien démontrer qu'on est capable de le faire avec différentes technologies. Puis, ce que je veux vous montrer ici, c'est les différentes, la quantité de possibilités des différentes technologies qui existent derrière. Donc, si on regarde, on est en train de... on parlait de back-end, de la couche métier, c'est ça qu'on disait que nous, sur quoi on a travaillé. Si on s'en va dans la liste, on peut voir qu'effectivement, il y en a une qui utilise Express. En fait, il y en a même plusieurs qui utilisent Express
puis qui vont derrière utiliser d'autres technologies. On va voir ça dans quelques instants, c'est quoi les différentes autres technologies qui peuvent aller avec. Mais on peut voir qu'il y en existe, OK, un paquet d'autres dans différents autres langages. OK, donc, ce n'était pas obligatoire de faire ça en JavaScript pour le back-end. C'est juste que c'est souvent utilisé parce que la technologie de front-end utilise aussi le JavaScript, fait qu'ensemble, ça permet de travailler facilement. Fait qu'on peut voir ici qu'on a un paquet d'options, puis juste si on regarde le principe, attends, on va aller voir le code de celui-là. Fait que ça, c'est le code en Express, hein, si on le regarde. On devrait être capable de reconnaître. Lui, il a mis ça dans d'autres fichiers. Attends, on va aller voir ici. Des choses comme ça. Fait qu'on peut voir hein, ici le principe. On va mettre ça un petit peu plus gros. Hein, là, ici, il y a des routeurs qu'on avait vus rapidement, mais qui me permettaient de synchroniser ça dans différents fichiers. Là. Donc, le get sur le slash, puis là, ça nous dit va chercher une autre fonction quelconque. Fait que là, c'est correct. Lui, il a comme mis ça dans plein d'éléments au travers, mais on peut voir ici qu'on a ici notre fonction habituelle, okay, avec le rec puis le res. Puis là, ici, il se passe des choses. On a le res status, puis là, ça l'envoie différentes informations. Entre les deux, par contre, on peut voir qu'il existe un élément okay, qui est la gestion des informations. Donc, nous, hein, avec le devoir, avec ce qu'on a vu, on a le principe de données qui était juste dans l'application, mais dans des applications complètes, habituellement, on va vouloir avoir quelque chose d'un petit peu plus exhaustif, un petit peu plus permanent. Donc, quand on travaille avec des applications complètes, avec le Logic Tier, on va avoir habituellement un lien vers une couche de données, okay, ou des fois qu'on appelle aussi la couche permanente. Donc, ou habituellement aussi, on appelle ça la base de données. Donc, habituellement, cette couche de données-là, ça va être une autre application, habituellement une base de données, qui va être la place où les informations vont être sauvegardées de manière persistante. Donc, même si je repars l'application, même si l'application crash, puis elle doit être redémarrée, on va avoir une source de données qui va être statique, permanente. Puis, en fait, c'est ça qu'il y a quand on travaille avec cet élément-là ici. Donc, cette commande-là se connecte à une base de données. Donc, nous, on n'ira pas voir les librairies des bases de données, mais on peut comprendre le concept. Hein, puis c'est un peu ça aujourd'hui, de voir un peu c'est quoi les concepts qui viennent s'attacher autour de qu'est-ce qu'on connaît. Donc, le principe, c'est, là ici, ça va chercher une base de données spécifique. Puis en fait, c'est ça qu'on voit quand on allait voir les différents back-ends. Hein, on peut voir que c'est Express plus différentes affaires. Donc, le principe, c'est que le plus, c'est le type de base de données qui est utilisé pour faire la connexion entre notre back-end et l'information permanente. Donc, Firestore, MongoDB, Prisma, SQLize, c'est tous des noms de... Ben, en fait, MongoDB puis Mongoose, c'est le nom de la librairie qui me permet de me connecter à différents types de bases de données. Donc, nous, on n'a pas jasé de base de données tant que ça, là, fait que j'irai pas plus en détail que ça, mais c'est de voir qu'on peut aller chercher les informations dans un autre système. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi les versions pour d'autres possibilités, d'autres langages hein, qu'on aurait pu utiliser à la place. Voir est-ce que ça ressemble, voir que qu'est-ce qu'on a vu dans le cours, les concepts qu'on a vus, ça reste des choses qui restent permanentes, ça reste des choses qui sont disponibles partout. Fait que je vais aller en voir un autre avec Python, avec Fast API. Puis, on va aller voir ici, admettons, les différents articles.
Puis le principe, OK, c'est que ici on a du code, c'est un autre langage, OK, on n'ira pas voir la syntaxe spécifique, mais on va aller voir qu'il y a des éléments, les concepts qu'on a vus dans le cours restent les mêmes. Fait que on peut voir le principe de routage, OK, qui reste sensiblement pareil. Puis là, on peut voir ici, j'ai quelque chose qui dit, OK, ben j'ai des get, puis quand je vais chercher des get des articles, il se passe des choses. OK, puis là, on est comme, OK, ben c'est pas mal qu'est-ce que je m'attends ici. Puis, on peut voir ensuite que le but de cette... ici, c'est une fonction. Le def, c'est comme function, mais en Python. Fait qu'on peut voir ici que je spécifie que c'est des get, c'est sur une route spécifique. Puis, je peux voir que, quelque part, le but de cette affaire-là, je vois des return, OK? Puis, le but du return, c'est d'en renvoyer une réponse. Hein? Comme, en fait, qu'est-ce qu'on avait du même point de vue quand on travaillait avec Express. Donc, indépendamment de la manière de faire, le principe de créer des serveurs qui vont recevoir des requêtes, des types de requêtes sur certaines routes, puis qui vont construire des réponses par rapport à ça, ça reste, OK, le nerf de la guerre. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois. Donc, on peut aller ici. Mettons que je veux savoir où c'est que c'est utilisé. Pour voir de quoi ça a de l'air. Puis, juste pour voir le même principe, là, on a ici une autre fonction qui me permet d'aller chercher les informations ailleurs. Donc, encore une fois, dans le même principe que ici, c'était une librairie qui était différente, là, qui s'appelle FastAPI, mais qui se connecte à une base de données aussi. Lui aussi va aller chercher des informations. On voit ici qu'on avait un find qui va chercher les choses. On peut voir ici que on a le même principe de find qui va chercher des choses dans la base de données pour aller chercher l'information. Si on en prend un dernier, on peut aller regarder les plus populaires. Là. Donc, FastAPI, c'en est un qui est très populaire. Un autre qui est très populaire en Java. On a Spring Boot. Et ici, il va être là-dedans. Il va être là-dedans. Il va être ici. Et on devrait être capable de voir celui-là. Fait que de ici, encore une fois, là, c'est de savoir où c'est que les choses sont placées pour être capable de trouver qu'est-ce qu'on a besoin. Mais si on a ici, on est dans le bon fichier, puis c'est de là qu'on va pouvoir voir, ben, OK, ben, même principe, hein? J'ai des posts, j'ai des get, OK? Puis avec le get, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des routes. On peut même avoir des paramètres qui vont être indiqués dans notre requête. Donc, les mêmes choses qu'on a faites avec Express, c'est juste que là, le principe, c'est que c'est un autre langage, c'est une autre librairie, puis c'est tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Hein? Donc, on retourne ici les informations qu'on recherche à partir du serveur. Donc, quand on travaille avec des applications qu'on dit full stack, on va avoir le principe de notre couche de logique qui va être capable de sauvegarder les informations, qui va être capable de traiter les requêtes. Puis, on peut voir ici qu'il y a une petite délinéation. Donc, c'est ça ici, en fait. Nous autres, c'est l'Internet qui est cette couche intermédiaire-là. Donc, une requête avec un get, un post, un delete, puis nous, on renvoie un résultat quelconque, habituellement dans un format de données qui est typiquement facile à utiliser, comme le JSON qu'on a vu à l'intérieur du cours, pour être capable de répondre à la requête.
Puis habituellement, cette couche de logique-là va être capable d'aller se connecter à une source de données persistante comme des bases de données pour être capable d'aller chercher ce qu'ils ont besoin puis être capable d'aller répondre aux requêtes. Fait qu'il nous reste à regarder, puis c'est ça qu'on va regarder un petit peu plus aujourd'hui parce qu'on a assez de connaissances pour être capable de voir comment ça fonctionne puis voir comment ça peut être utile. On va avoir la couche de présentation. Donc, la couche de présentation, ou la couche qu'on appelle client ou le front-end, ça peut être vraiment différentes choses, là. Donc là, on va regarder ça dans un point de vue d'une application web, mais le principe, c'est que cet élément-là qui demande des informations puis qui a besoin d'aller chercher des données ou qui a besoin d'aller fournir des informations à ma couche de logique, c'est pas obligé d'être une page web. Hein? Nous autres, on vit dans le monde de l'Internet des objets. Fait que ça veut dire que ça pourrait être un contrôleur, ça pourrait être une switch, ça pourrait être en industrie différents sensors qui détectent la température, qui ont besoin des actionneurs. Ça peut être n'importe quoi qui est capable de se connecter à travers l'Internet. Donc, ça peut être très versatile. Mais nous, on va voir comment est-ce qu'on peut aller regarder ça à l'intérieur d'une page web. Donc, la couche de présentation, c'est habituellement l'interface que l'utilisateur va avoir. Fait que si c'est un petit écran sur une machine ou sur ton mur pour contrôler tes lumières, ou dans ce cas-ci, une page web, puis des fois même que le petit contrôleur sur ton mur, ça va être une page web lui-même. Fait qu'on a le principe de j'ai la page qui affiche les données, puis ici, quand je rafraîchis, je peux voir que pendant un instant, ça dit Loading Articles. Hein, fait que le principe, c'est que pendant ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il va charger sa page. Puis quand il va charger sa page, il va avoir du code spécial qui va être capable d'aller dire OK, ben, donne-moi c'est quoi les différents articles, hein, parce que ça se peut que les articles, il y a d'autres mondes qui en ont mis, hein, c'est pas local comme information. Il va recevoir ces différents articles-là, puis une fois qu'il a reçu les articles, c'est là qu'il va aller afficher les différentes informations. Puis là, un autre élément qui est intéressant qu'on peut voir, c'est que les informations, hein, la partie de données, hein, c'est vraiment juste, mettons, le titre, le texte à l'intérieur, le nombre de likes, les différents tags possibles, mais l'affichage se répète à l'intérieur pour être capable d'aller chercher ça. Puis, une fois qu'on a ça, on est capable après ça d'aller lire plus. Ça nous envoie sur une autre page. Hein? Puis cette autre page-là doit être capable aussi d'aller chercher cette information-là par rapport à qu'est-ce qui est disponible dans les données persistantes. Encore une fois, dans les front-end, on en a une panoplie de disponibles. Donc, si on regarde ici notre exemple, juste pour voir c'est quoi les différents front-end possibles. Donc, ça peut être une application Android. Ça peut être sûrement, je ne sais pas s'il y a une application. Non. Mais si on regarde ici, encore une fois, il y a un paquet de différentes frameworks, hein, de différentes librairies disponibles pour être capable de construire ces applications-là. Là, le principe, c'est que tous ces exemples-là donnent tout le temps le même. Oups, je peux ouvrir. Ça donne toujours le même site web. C'est juste que les codes, les librairies utilisées sont différents, mais ça donne tout le temps le même résultat. Hein, ça ici, cet exemple-là existe pour prouver qu'est-ce qu'on est capable de faire avec différentes options. Excellent. Fait que pour comprendre comment ça fonctionne, les front-end, c'est ça que nous, on va regarder aujourd'hui. On va aller regarder un front-end qui existe en JavaScript, qui va nous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Donc, on a ici
une librairie de front-end qui s'appelle React, qui est considérablement la plus populaire. Donc, si vous voulez faire un pivot pour le développement web, c'est le genre de choses qu'il faudrait apprendre en plus de qu'est-ce qu'on a vu dans le cours pour être capable de faire les applications qui nous permettent de gérer l'interface. Fait qu'on va aller regarder un peu qu'est-ce que c'est, puis on va aller faire un tutoriel ensemble. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour être capable de voir comment ça fonctionne. Puis on va terminer en regardant ce serait quoi les mécanismes pour être capable d'aller chercher de l'information de l'extérieur, puis être capable de l'afficher dans ces genres de front-end-là, dans ces genres d'interface utilisateur-là. Donc, le principe de React, on a déjà vu le principe d'HTML, on a déjà vu le principe de créer une page, mais des pages en HTML pures et simples, statiques, qui ne changent pas, c'est des choses qui n'existent plus vraiment. Hein? Maintenant, on a des applications web, on a des applications qui sont interactives. C'est normal que on a besoin d'avoir des choses plus complexes pour être capable de voir cette réalité-là. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les librairies de création d'interfaces utilisateurs, des librairies de front-end, me permettent de construire des blocs, hein, habituellement qu'on appelle des components dans le vocabulaire, qui vont pouvoir être répétés, qui vont pouvoir être ajustés, puis qui vont pouvoir être imbriqués les uns dans les autres. Fait que le principe ici, c'est que j'ai une partie d'une application, là, hein, comme on peut penser à YouTube ou quelque chose de même, qui a, admettons, un petit thumbnail pour une vignette, pour regarder une image de la vidéo, on a le nom de la vidéo, on a la description de la vidéo, puis on a un piton like pour savoir est-ce que tu as mis la vidéo dans tes favoris ou est-ce que tu as donné un like à la vidéo. Fait que le principe, c'est que le code qui me permet de faire ça, ok, ça va être une espèce de mélange de JavaScript puis de HTML. C'est ça que la librairie nous donne. Fait qu'on peut voir ici le principe que c'est une fonction. Hein, c'est une fonction JavaScript, blablabla, qui a un retour. Mais le retour, c'est quelque chose de spécial. Ça ressemble à du HTML. Fait qu'on va en jaser de ça dans un instant. Puis, dans ce HTML-là, il y a des éléments qui... Bon, les balises P, des balises A, okay, des H3, c'est des choses qu'on connaît. Mais il y a des choses on reconnaît moins, là, qui vont être en fait d'autres parties d'autres components qu'on a imbriqués. Fait que le principe, c'est que ça au complet, c'est ce qu'on appelle le component vidéo là, qui a été créé là, ponctuellement. Mais à l'intérieur, il y a le thumbnail, fait que le dégradé, le petit play dans le milieu. Tu vois ici que c'est en fait sa propre instance. Hein? Donc, quand je le surligne, je peux le voir que ça dit que c'est cette partie-là. Puis, hein, l'imbrication HTML, habituellement, le piton que je peux cliquer, le lien, ben, à l'intérieur, il y a le nom du vidéo, puis la description. Puis je peux voir ici que les informations sont gérées de manière dynamique. Ce n'est pas juste un texte statique, ça va venir des paramètres de la fonction initiale. Même principe pour le piton like, hein, qui me permet de savoir si je like ou pas, ben, c'est géré par une autre partie de l'application. Là, on ne les voit pas, là, mais ça va être dans l'application. Fait que le principe, c'est que une fois qu'on a cette pensée-là d'être capable d'avoir des blocs de code qui vont pouvoir recevoir des informations, puis que ces informations-là vont pouvoir être utilisées pour être capable de créer puis de faire l'affichage de manière plus de manière programmatique, de manière informatique, ben, ça nous permet d'avoir une partie qui va être la gestion des données. Fait qu'ici, on pourrait avoir une série de données qui va dire c'est quoi le lien vers la vidéo, c'est quoi le titre du vidéo, c'est quoi la description. Puis là, quand on parle de données, nous autres, on peut faire le lien que, OK, ben ces données-là, ça pourrait être des choses qui pourraient être servies
hein, par une partie logique de mon application. Donc, le principe, c'est que quand j'ai plusieurs données, ben, je peux commencer à, encore une fois, utiliser la partie informatique de la chose, la partie de programmation, pour ne pas avoir à copier-coller un paquet de fois ce que je veux faire, puis être capable de dire, ben, pour toute la série de vidéos, si tu me donnes les vidéos, moi, je suis capable de prendre chacun de ces vidéos-là, puis d'avoir, OK, un bloc, hein, que je répète avec les informations de chacun. Fait que ici, je peux avoir les vidéos de chacun qui sont répétées. On peut avoir ici même, si on regarde, des éléments conditionnels dans la page. Hein, fait que on a ici la possibilité de, dépendamment du nombre de vidéos, ben là, je vais soit marquer nombre de vidéos ou sinon juste un vidéo tout seul. Hein? Donc, pas avoir le S. Donc, d'avoir du texte, hein, qui est conditionnel à ce qui se passe. Donc, ça nous permet d'avoir des applications qui sont dynamiques. Hein, que dépendamment des données, je vais pouvoir construire une page qui va être différente. Puis en fait, React, c'est une librairie qui a été développée par Facebook pour gérer leurs applications. Donc, pour gérer Facebook et Instagram, hein, qui sont des applications très modernes, qui sont des applications qui ont beaucoup de gestion de données, hein, qui sont vraiment axées sur les données, la génération de données, de toi, faire des posts, de regarder les posts des autres, d'envoyer des messages, de faire des événements. Donc, c'est vraiment une application qui est centrée sur des données. Et qu'il y avait besoin d'une librairie qui me permettait de formater ces données-là puis d'être capable d'aller les chercher facilement. Donc, à partir de là, on a la possibilité aussi d'aller chercher de l'interactivité. Donc, on est capable d'avoir, bon, encore une fois, une liste de vidéos qui va dépendre de ce qu'on a écrit. Puis, on peut aller, mettons, dire, avoir une boîte de recherche. Puis, dépendamment de ce que je tape à l'intérieur, ça va me filtrer les vidéos que j'ai besoin. Puis là, le principe, c'est que pour être capable d'avoir cette page-là, c'est ce programme-là, là, presque complet. Là, donc, il y en a un petit peu plus parce qu'on a des parties qui sont pas complètement écrites. Là, mais c'est la majorité du code qui va être capable de me construire ça. Okay, là, il y a des parties d'affichage de CSS là, qui sont plus fancy, là, mais être capable de construire une barre de recherche avec une liste de vidéos que je peux cliquer dessus puis aller sur le lien, ça peut être quand même aussi petit que ça. En plus de ça, on est capable, React s'intègre dans d'autres librairies, okay, parce que là, ici, quand j'ai parlé pardon, de notre full stack, le principe, c'est que chacune des applications était indépendante, mais il y a des méga librairies qui sont capables d'essayer de tout gérer ça d'un seul coup. Donc, il existe des librairies qui se bâtissent par-dessus React, comme Next.js ou Remix, donc qui est des librairies qui veulent être des librairies full stack, donc qui vont gérer le front-end, qui vont gérer le back-end, puis qui vont gérer la base de données. Donc, nous, on n'ira pas voir ça parce que ça prend beaucoup de connaissances pour être capable de regarder qu'est-ce que c'est capable de faire. On va aller, si on veut regarder des exemples, par contre, on peut aller ici dans les exemples de full stack, voir, mettons qu'on en a une avec Next.js, juste pour voir de quoi ça va, à quoi ça va ressembler. Donc, à l'intérieur, on a ici, si je regarde celle-là, on peut voir le même principe que tantôt, là, mais avec une fonction
qui va retourner quelque chose qui ressemble à du HTML. Mais là, on peut voir ici qu'il y a un paquet de choses qui se passent avec la recherche d'informations, puis des différentes sections qui permettent de siphonner de l'information. Donc, lui, il va me permettre de voir le front-end, mais avec la gestion de qu'est-ce qui se passe derrière directement. Puis en fait, si on s'en va voir, je peux regarder que lui va avoir son propre API. Puis si on regarde à l'intérieur, y a-tu des choses que nous, on va pouvoir reconnaître là-dedans ou c'est un petit peu trop abstrait? Est-ce que je le voyais où? Ici. Ouais, non, c'est un petit peu trop abstrait, c'est ce que je dis, là, les full stack frameworks qui ont pas mal de stock à l'intérieur. Là. Mais le principe, c'est que on peut créer des types d'informations que je vais aller chercher pour être capable de les retourner, puis être capable d'aller chercher ces informations-là, mais c'est comme intégré dans plusieurs librairies, fait que c'est pas exactement la chose la plus lisible facilement. Fait que on a cette possibilité-là d'aller chercher des informations d'une base de données, puis d'aller les présenter d'une manière facile et conviviale. Ça, on va le voir de manière comme plus limitée après qu'on ait regardé un peu qu'est-ce qui se passe avec React. Non seulement ça, en passant aussi, mais cette librairie-là, React, est capable de faire autant des applications web que des applications natives sur Android puis iOS. Il existe React Native là, qui nous permet de faire ça. Fait que, pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir ces affaires-là? Ben, souvent, quand on va vouloir créer des dashboards qui vont se connecter à des devices IoT, ça va être le genre de choses qui va être utilisé. Un exemple, si, admettons, je prends un exemple local, donnez-moi un instant, on va aller chercher de mon bord. Donc ici, je vais montrer ma maison à moi, OK, qui a plein de devices d'Internet des objets, sont toutes OK, contrôlées avec ce dashboard-là. OK, donc si je veux allumer ma lumière, attends, on va aller ici. Si je veux contrôler ma lumière de mon corridor, ben j'ai ici OK, des contrôles. Puis le principe, c'est que ces informations-là, la page web se connecte à un serveur qui a lui les informations, puis c'est de là que je peux décider, tu sais, que c'est quoi la luminosité à l'intérieur, OK, il y a la température, je peux choisir, tu sais. Le principe, c'est que ça va chercher les informations possibles. Avec ces informations-là possibles, ça me donne une interface que je peux utiliser. Là, quand moi, je clique là-dessus, qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est que ça fait une requête sur le serveur que nous, on aurait construit. Puis, ça va envoyer la réponse, là, pas nécessairement à lui, mais peut-être à un autre, à l'objet, qui va dire, ben là, on demande que tu te set à 51% de luminosité pour faire répondre à la commande. Donc, souvent avec les dashboards, souvent avec les manières, c'est avec ces genres de librairies-là qu'on va aller regarder. Fait que nous autres, pour comprendre comment ça va marcher, puis c'est juste de faire un aperçu. Hein? Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas des choses qui vont être évaluées à l'examen, c'est juste pour voir les prochaines étapes qu'on pourrait vouloir avec ça. On va aller faire un tutoriel qui va aller présenter les différents principes pour voir comment est-ce que ça s'agence avec le JavaScript qu'on connaît. Fait que c'est ce tutoriel-là qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant de faire ça, on va prendre une première petite pause de 15 minutes. On va revenir à 11 heures pour regarder le tutoriel. Fait que petite pause, retour à 11 heures pour regarder le tutoriel de React.
À tout de suite, tout le monde.
OK, on est de retour. On peut voir ici. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un peu comment fonctionne la librairie de React pour essayer de comprendre comment fonctionnent les librairies de front-end pour voir le principe d'une application full stack. Donc, on va ici faire un petit tutoriel ensemble qui est un tutoriel de tic-tac-toe qui va nous démontrer comment construire à partir de rien une application React avec des variables qui vont pouvoir changer à l'intérieur de la vie de l'application pour bien voir comment l'interactivité de React peut être intéressante, comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Fait que si on regarde, qu'est-ce que ça va nous donner? Là, ça va nous donner un petit jeu de tic-tac-toe ici où c'est qu'on joue au tic-tac-toe, puis quand on essaie de jouer au tic-tac-toe, quand on a quelqu'un qui a gagné, ça nous dit qu'il a gagné. On a ici le jeu qui arrête de fonctionner, même si je clique, il ne se passe rien. Puis on peut même revenir en arrière à certains moves pour essayer de faire des variations sur qu'est-ce qui se passe. Donc, on a cette vision-là des choses. Puis ici aussi, quand je clique, ça ne change pas rien à l'intérieur. Je peux juste cliquer sur les places qui n'ont rien derrière. Ça, c'est le code complet qu'on va voir à travers notre petit tutoriel. C'est normal de ne pas comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe pour l'instant. Fait que la première chose, ça va être de commencer à travailler avec le tutoriel pour facilement travailler avec ça. On aurait eu la possibilité aussi de le faire de manière complètement locale, comme qu'est-ce qu'on a fait avec avec Express. On aurait téléchargé la librairie, on le serait setupé, on aurait fait le serveur local, mais maintenant on est aussi capable d'utiliser des fonctionnalités qui me permettent d'avoir des éditeurs en ligne pour avoir ce qu'on peut avoir localement. Maintenant, avec les applications web, on est capable de les avoir directement ici. Fait que je peux, après ça, grandir ça un petit peu pour qu'on puisse un petit peu plus voir. On peut se donner un petit peu plus de place pour l'éditeur. Puis, on a ici le principe fondamental de ce qu'on a besoin. Donc, sinon, on pourrait le faire manuellement, là, où c'est qu'avec Node.js, on pourrait faire l'installation de la librairie, puis partir le serveur, comme qu'est-ce qu'on a fait avec Express. Là, ici, c'est juste, on n'a pas besoin parce qu'on a déjà tout ce qui est prédéfini dans notre programme. Fait que là, ici, ce qui se passe, pardon, c'est qu'on va avoir un fichier qui va être notre app.js qui va être notre application qui va être présentée. Fait que si on regarde en ce moment, là, on a notre code, puis à l'intérieur du code, on va avoir l'élément que je veux présenter. Fait que si je regarde ici, je crée une fonction, OK, puis je return quelque chose, puis à l'intérieur de la fonction, j'ai un X. Si je marque A à l'intérieur de cette affaire-là, on voit que ça change immédiatement, là, puis que ça marque A, c'est notre bouton ici. Donc, c'est un bouton ici parce que ça va nous permettre de rajouter de l'interactivité ici quand je vais cliquer dedans. En ce moment, il n'y a pas rien qui se passe quand je clique dans le bouton. C'est juste pour comme partir avec un squelette de base pour être capable d'avoir quelque chose de tangible. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, quand on travaille avec React, c'est une librairie qui va me permettre de construire ce qu'on appelle des components. Donc, le principe des components, c'est des fonctions avec des noms de fonctions qui commencent avec des lettres majuscules qui représentent des entités de mon interface. Fait ici, cette fonction-là représente cet élément-là dans mon programme. Puis, comment est-ce que je fais pour dire c'est quoi l'interface? Ben, je peux ici avoir un return, puis avoir ce qu'on appelle du JSX,
qui est du faux HTML. C'est du HTML que je mets dans du code JavaScript. Donc ça, c'est la deuxième innovation de React. La première, c'est de faire des components. La deuxième, c'est d'avoir du faux HTML à l'intérieur de ces components-là pour se faciliter la création de la présentation. Fait que, à l'intérieur de ça, on a ce qu'on appelle le JSX. Donc, ça ressemble à un tag HTML. OK? Mais ça n'en est pas un. Premièrement, dans un tag HTML, pour avoir du CSS, il faudrait utiliser class. Là, on voit que c'est class name à la place. Puis là, ici, il y a du CSS de déjà préfait, là, okay, pour des squares avec le background, les borders. C'est ça qui fait la ligne, là, qui fait le bouton qui est intéressant. Donc, c'est avec ce texte-là ici. Si on enlève ça, ça nous donne un bouton ben standard. Nous autres, on va faire en sorte que c'est juste un petit peu plus gros, puis c'est juste un petit peu plus lisible. Donc, on a le principe de fichier avec un component à l'intérieur. On a ici le export default. Donc, ça ici, ça gère avec l'importation puis l'exportation d'éléments entre des fichiers. Donc, le principe, c'est quand tu es en Java, tu fais tes imports, ben ça va être le même principe. Mais là, pour savoir qu'est-ce que tu importes, c'est ça qui dit c'est quoi que tu vas importer de ce fichier-là. Fait qu'en fait, si on regarde ici dans notre index.js, on va voir qu'on va importer de notre fichier .app, ben de notre fichier app, dans notre dossier courant. Fait que qu'est-ce que j'importe, c'est qu'est-ce que j'ai exporté. Fait que je vais importer cette affaire-là, le app, puis c'est ça qu'on affiche comme application. Donc en ce moment, notre application, c'est juste un bouton qui a un X dedans directement. Nous autres, on va travailler dans ce fichier-là, mais c'était juste pour comprendre la structure autour pour être capable de l'utiliser correctement. Parfait. Fait que là, ici, on veut se créer un jeu de tic-tac-toe. Fait que là, la première chose que je pourrais essayer, c'est de dire, ben pas de problème, j'ai juste à commencer à mettre plein de boutons un après l'autre. Comme ça, ici, là. Mais là, ici, on a une première problématique. OK, puis là, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je suis en train de développer en ligne, les erreurs vont directement être dans la page. OK? Fait que moi ici, en fait, je vais mettre le browser. Non? Ça va dans le browser. Oh, bon, on va juste avoir à droite, c'est tout. On va descendre ma face de bord. Hop là. Fait qu'on a ici le principe que on a une erreur, puis là, ça te dit c'est quoi l'erreur, ça te dit même c'est où l'erreur, hein? Fait que ça te dit même que c'est dans tel fichier, c'est ça qui s'est passé. Fait que on a vraiment du débogage comme en temps réel. Puis là, ici, ce qu'on vient de rencontrer, c'est une limitation du JSX. Donc, on s'est dit, le JSX, c'est comme le HTML, mais c'est pas exactement pareil. Donc, il y a des choses que tu as le droit de faire, puis il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Donc, une des choses que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'avoir plusieurs composants okay, qui sont sur le top level, okay, qui sont sur le composant principal. Fait que, on va utiliser un des principes du HTML qui nous permet de dire qu'on va faire... je vais le mettre derrière de ça. Fait que si j'ai mon return, là, je mets juste des accolades pour que ce soit plus facile, des parenthèses pour qu'il n'y ait pas de fuck-up d'avoir un return pour rien. Mais là, ici, j'ai mis des
balise vide, un tag vide, qui est une affaire spéciale de JSX, juste pour que j'aille une hiérarchie. Hein, fait que j'aille, hein, comme si on parlait du DOM, puis le principe d'avoir un élément, puis tu as plusieurs enfants. Ben, on a juste un élément de racine, puis à l'intérieur de cet élément racine-là, ben là, on a 2 boutons. Puis là, à partir de là, ben, je peux commencer à avoir autant de boutons que je veux. OK? Fait que on a une série de différents boutons. Là, pour être capable de créer un élément qui va être un quadrillé de boutons, on peut utiliser différentes méthodes. On va utiliser une méthode CSS. Hop. Donc, on va juste reprendre ici le code qu'il nous donne, mais le principe, c'est que ça ici, c'est du pur HTML. On a le principe du board row, qui est une classe CSS. Si on s'en va voir ici. Ici. Fait que on peut voir ici le board row, où c'est que ça va chercher les éléments de ça. Puis là, après ça, on en a 3 dans chacun de ces divisions-là directement. Donc, on a cet élément-là qui me donne le résultat. Là, je peux voir ici que là, pour ça aide un petit peu, j'ai changé les numéros à la place de mettre des lettres. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, juste pour qu'on puisse bien voir que hein, c'est des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va bien. Fait que là, on a un petit problème logistique. Ça s'appelle Square, mais là, en ce moment, on a un Square de Square. Fait que on va ici déconstruire un petit peu l'élément pour être capable d'avoir différents éléments. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ça board. Hein, ça représente plus qu'est-ce qu'on est en train de représenter. Puis, une fois qu'on a cet élément-là, là, je vais vouloir créer justement le but des components. Hein, c'est d'avoir des éléments qui sont séparés, puis que je peux réutiliser. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais me créer une autre fonction qui va avoir le square à l'intérieur. Puis là, ce que je vais pouvoir faire, c'est qu'à l'intérieur de mon board, je vais pouvoir utiliser cette fonction-là, ce component-là, pour utiliser le code à l'intérieur de ça. Là, on va voir qu'on va perdre un peu de fonctionnalité. Là, on va la récupérer en temps et lieu. Fait que là, je peux changer mon board. Ça. À l'intérieur. Fait que on garde le board. Le board continue à avoir des lignes, mais là, à la place d'avoir chacun des boutons individuellement, on va être capable ici de représenter chacun des carrés de notre board avec l'élément derrière. Là, la problématique, c'est que en ce moment, si je tape quelque chose là-dedans, hein, il change tout parce que tous les éléments sont identiques. Donc, on n'a pas en ce moment d'interactivité dans notre component. C'est ça qu'on va rajouter. Okay? Donc, on va vouloir être capable de envoyer de l'information dans le square, puis que cette information-là puisse décider est-ce que je mets quelque chose à l'intérieur. Fait que pour être capable de faire ça, on va utiliser un concept qui s'appelle des props. Donc, le principe des props, c'est des informations que je vais envoyer pour qu'ils puissent être utilisés correctement. Fait qu'on peut voir ici que je dis que je vais recevoir quelque chose qui s'appelle value. Fait que j'utilise des accolades après ça pour aller chercher quelque chose qui va être le value. Puis là, en ce moment, j'utilise ce que je reçois, mais en ce moment, je ne lui envoie pas. Fait que comment est-ce que je fais pour y dire d'y envoyer? Ben, je vais utiliser les propriétés des tags HTML.
même. Tu as fait un Enter. Mais voici un exemple où je peux envoyer une valeur. Cette valeur-là est envoyée dans le square, puis c'est cette valeur-là qui est utilisée dedans. Donc, si je prends l'information, puis j'en mets un autre, quelque part d'autre, ben, ça utilise cette version-là à la place. Donc, on voit ici qu'on est capable d'avoir des components qui sont comme répétés, mais qu'il y a des parties qui sont configurables. Hein? C'est comme ça qu'on a, quand on s'en va sur Facebook ou sur Instagram, on a le feed de nouvelles, puis chacune des boîtes, pour chacune des nouvelles, est la même. Hein? Il y a le titre de la nouvelle, il y a une petite image, il y a un petit texte, puis là, il y a le nombre de commentaires en dessous. Ben, ces informations-là, ça serait passé à travers des props, puis là, c'est juste ça qui décide qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est en JSX, okay, si j'utilise des accolades, ça me permet de faire une évaluation. Fait que je peux écrire des choses, mettons, genre 3 plus 3, puis on va voir que ça me donne 6. Hein, fait que c'est ça qui me permet de dire que je fais value, puis ça va aller me chercher la variable de notre paramètre d'entrée qui va être utilisée à l'intérieur. Ça c'est bon, fait qu'on va ici reprendre pour avoir les values, juste pour bien voir que ça fonctionne. Hein? Fait que là, on a notre élément du départ, mais avec une extraction des fonctionnalités là, pour avoir un bouton à part. Fait que là, ça va bien, mais en ce moment, il ne se passe rien. Là, hein? Nos boutons, ils ne font rien. On a des chiffres. Nous autres, on va vouloir des X et des O. Là. Fait que là, ça va être le temps de rajouter un peu d'interactivité à l'intérieur de notre programme. Fait que comment est-ce qu'on fait ça? On va avoir des fonctions de gestion. Okay? Donc, ce qu'on appelle des handlers en anglais. Fait que ici, on a juste un petit console log qui nous dit clicked. Puis là, il faut être capable de relier cette fonction-là à quand je clique sur le bouton. Fait que le principe, c'est que le bouton va avoir des manières de gérer les événements, comme on avait vu. Le on-click, des choses comme ça. Donc, je peux, dans le bouton, si on va... Plus beau, OK. Donc, on a ici le principe du bouton. Donc là, j'ai juste séparé les lignes pour que ça soit plus lisible. Mais on a... Putain, même, je peux même le séparer encore plus, si je le veux bien. Fait qu'on a le bouton, OK, qui a à l'intérieur le class name avec le square, puis qui a maintenant un nouvel élément qui est le onClick. Puis là, ici, dans le onClick, on va pouvoir faire une référence à la fonction que j'ai faite. Puis là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que quand je vais aller regarder la console, maintenant, si je clique sur un bouton, OK, je peux voir là, ici, il y a un petit chiffre qui augmente là, pour dire que c'est le même message qui a été répété plusieurs fois. Là. Mais c'est, mettons que je refais, puis je reclique sur le 9, je clique, ça apparaît comme étant le message que j'ai envoyé. Donc là, on a réussi à avoir un bloc de code qui va être exécuté quand je clique sur quelque chose. OK? Donc, on a de l'interactivité. Là, pour l'instant, c'est juste de me dire que je comprends qu'il y a de l'interactivité. On va faire des choses un petit peu plus fancy avec ça. Fait que là, pour être capable de gérer de l'interactivité dans notre application, parce que c'est ça un des points importants des applications web, ça va être d'être capable de gérer l'interactivité, mais générer l'interactivité à l'intérieur de la même page. Hein, quand je suis sur Facebook, puis que je clique sur quelque chose,
je ne change pas nécessairement de page. Quand je clique sur mon petit Messenger, ça ouvre mes discussions, j'ouvre mes notifications, je fais load more comments. C'est toutes des choses qui me restent dans la même page. Donc, il faut être capable de gérer de l'interactivité, du changement de données à l'intérieur de la même page. Puis, pour être capable de faire ça, pour que ça soit fait de manière efficace, on ne peut pas juste utiliser des variables normales. C'est ça la problématique de l'interactivité sur le web. C'est que pour faire ça efficace, tu ne peux pas juste rafraîchir tout le temps. Il faut comme que tu aies des mécanismes un petit peu plus complexes. Fait que pour être capable de gérer la gestion de données, donc d'avoir des variables, React, lui, introduit le principe de state, okay? Donc d'état à l'intérieur de mon application. Fait que on va utiliser cette fonctionnalité d'état-là, puis on va voir qu'est-ce que ça nous permet de faire. Fait que là, le principe, c'est je vais à la place de envoyer juste une valeur qui va être affichée, je vais moi-même gérer l'information, puis ça va être à moi de la changer, ça va être à moi de tester qu'est-ce qui se passe avec. Fait que là, ici, le principe, c'est que j'ai enlevé l'utilisation de la propriété value, puis là, je me suis créé une nouvelle fonction, okay, qui est une fonction spéciale qui s'appelle useState, qui me crée ici deux éléments. Ça me crée la valeur en lecture, puis ça me crée une fonction qui me permet de modifier cette valeur-là. Donc, ce n'est pas une variable directement, parce que je ne peux pas la réassigner, okay, ça va causer des problèmes. Mais j'ai des mécanismes qui vont me permettre de changer la chose, puis qui vont avoir des répercussions à l'intérieur. Fait que là, ici, juste pour bonne mesure, on va remettre notre board sans les propriétés, puisque sinon ça peut causer la confusion. OK? Puis là, le principe, c'est que quand je vais vouloir cliquer, hein, quand je clique, ça marche encore, là, ça dit encore click. Mais là, je ne veux pas que ça dise click, je veux que ça change la valeur. Fait que ici, en plus de dire click, on va utiliser ce que ça m'a donné, la fonction spéciale. Puis je vais dire change la valeur pour que ça devienne X. Puis là, soudainement, j'ai le petit board, puis là, quand je vais cliquer sur une des cases, comme ici, je vois que ça le dit click, puis en plus de ça, ça a changé la valeur pour un X. Fait que là, si je clique ici, OK, je clique ici, et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses qui sont passées d'intéressantes. La première, c'est que j'ai pu modifier la valeur de qu'est-ce que je voulais avoir. Okay? Donc, avec un événement, avec une gestion d'événements, j'ai pu envoyer une commande qui a modifié une valeur. La deuxième chose, c'est que en ce moment, j'ai juste fait ça pour une représentation de un square. Mais là, on peut voir que quand je cliquais, chacun des squares a son propre, okay, a sa propre représentation, là, a sa propre information. Donc, chacun des squares a son propre state qui me permet de travailler avec vraiment dans le principe des components que tu sépares, tu dis qu'est-ce que ce component-là a besoin. Puis quand tu le réutilises, ça va automatiquement créer toutes les structures de données nécessaires pour être capable de travailler avec ça. Donc, on peut même voir, on a des outils là, pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai ici, attends, on le voit mal. Hop, on va se mettre encore un petit peu plus dans le coin. J'ai ici des React DevTools. Je vais me remettre par ici. Qui, à l'intérieur, me donne une espèce d'arbre. Hein? Donc, le board, c'est tout ça. Puis là, j'ai chacun des squares. Puis là, si je clique sur un de ces squares-là, je peux aller voir, OK, ben lui, en ce moment, il y a un state. OK? Puis son state, en ce moment, il est à X. Puis lui, son state est à X. Puis lui, son state, en ce moment, il est à nul. OK? Donc, il est vraiment conscient
puis on peut vraiment voir que chacun des éléments a comme sa propre petite maison pour être capable de travailler correctement avec. Parfait, 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 parfait. Fait que là, ici, la problématique, c'est que de gérer l'état à l'intérieur de chacun de ces petits carrés, c'est pas une bonne manière de gérer la connaissance de l'application. Parce que là, ça va bien, je clique sur un, ça fait un X. Mais là, le principe, c'est que faudrait que je clique sur l'autre puis ça mette un O à la place, là, hein, pour être capable de faire le jeu de tic-tac-toe lui-même. Fait que là, ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire une pratique qui va nous permettre de prendre les connaissances des informations, puis à place que ça soit chacun des carrés individuels qui soit responsable de son information, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les informations au niveau du board directement, du plateau, puis lui va être en charge de comme gérer, OK, ben c'est quoi la prochaine valeur, c'est quoi, est-ce que le tic-tac-toe a été gagné, hein? C'est lui qui devient comme responsable de ces informations-là. Fait que, on va commencer avec le principe que ça va être le board qui va être responsable des informations. Comment est-ce qu'il va être responsable? Ben, il va pouvoir avoir un tableau de 9 cases, OK, qui vont être les informations de chacun des étapes. Puis là, on peut voir ici que on a la capacité de aller lire, puis on va avoir la capacité de le modifier. Donc, ce tableau-là, là, ultimement, il va ressembler à ça ici. Là. Un tableau avec soit des O, soit des X ou des nuls si j'ai rien fait encore. Puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller dans chacune des cases. Dire, ben, si c'est telle case, ça va être tel élément. Puis là, on revient dans notre square. Puis on va revenir à notre comme élément de base. Là. Avec juste notre bouton, on reçoit la valeur, c'est cette valeur-là. Là, en ce moment, les éléments sont vides. Fait que là, on va pouvoir dire, OK, je veux savoir c'est lequel auquel je suis rendu. Hein? Fait que, puis, je veux être capable de gérer quand je clique dessus. Fait que là, ici, on va faire un petit quelque chose. Avec. Fait que là, ici, le principe, c'est qu'on a encore le value. OK? Puis là, on a remis le onClick. Mais là, le principe, c'est que c'est pas à moi de décider comment est-ce que je vais gérer lequel qui est quoi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben, ça va être juste un deuxième paramètre. Je sais pas ça va être quoi, mais quand tu vas cliquer dessus, puis là, si je clique dessus, il se passe rien, là, parce qu'il n'y a rien là-dedans. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est le spécifier au niveau du board. Puis là, envoyer à chacun de ceux-là, ceux-là que moi j'ai besoin. Fait que ici, on remonte. Et on va rajouter cette fonctionnalité-là. Puis là, ça va être à moi de gérer cette fonction-là. C'est à moi de décider c'est quoi. OK. Fait que là, ici, ça commence à être intéressant. On a le principe de j'ai mon tableau, il est vide. Là, j'ai mes boutons, puis là, je dis, va utiliser la valeur de cette case-là. Puis là, j'ai le handle click qui est cette fonction-là. Fait que là, je dis, quand je clique sur n'importe quel, ça va exécuter celle-là. Puis là, ici, qu'est-ce que je fais? C'est que quand je clique, ben là, je regarde, c'est le premier en haut à gauche là, qui est seté. Ce qui est bizarre,
mais pas si bizarre si on regarde le code qu'on a fait. Là. On est en train de le construire tranquillement. Si je clique sur le premier, ça marche, mais si je clique sur n'importe quel autre, c'est juste le premier qui s'exécute. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, quand je mets le X dans ma fonction, je dis que c'est la case 0. C'est juste la première case directement. Hein? Fait que si je dis que c'est la case 3, ben là, quand je clique, c'est la case 0, 1, 2, 3 hein, qui est exécutée. Fait que ça, c'est juste arbitraire. Parce qu'on ne sait pas comment gérer le principe d'envoyer l'information correctement encore. Fait que là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que quand je clique sur le bon, il va falloir que ça utilise le bon. Là. Fait que je vais avoir besoin d'un paramètre d'entrée. OK? Puis en fait, ça va être ce paramètre d'entrée-là qui va être utilisé pour savoir c'est lequel que je clique. Puis pour être capable de bien gérer ça, on va avoir besoin d'envoyer la bonne fonction, hein, le bon appel de fonction. Mais là, ici, il va y avoir un gentil problème. Si, mettons, je change ça pour 0, ça nous crée une erreur. Qu'est-ce qui se passe ici, c'est que ce que j'envoie, là, okay, quand je dis handle click, il n'y a pas de parenthèse vide après, là. Hein, je n'avais pas mis des parenthèses vides. Parce que quand j'envoie la fonction, j'envoie la référence à la fonction. Je n'envoie pas la fonction directement. Je n'envoie pas un appel à la fonction. Je dis juste c'est quoi son nom pour qu'elle puisse être utilisée plus tard. Fait que là, ici, on a une problématique parce que j'ai besoin de faire une référence, mais pour quelque chose qui va être appelé plus tard avec un appel quelconque. On a déjà réglé ce problème-là avec Express, hein, parce qu'on a eu souvent besoin de faire de la programmation événementielle avec Express, d'être capable d'envoyer des choses qui vont être faites plus tard. Fait qu'on va utiliser des fonctions fléchées à la place. Comme ça va générer une référence, mais qui ne sera pas exécutée directement. OK? Fait que si on a ça, fait que là, quand je vais cliquer, admettons, sur le troisième ici, ça va dire, voici la fonction que tu as besoin d'exécuter quand tu cliques là-dessus. Ça va être de faire handle click de 2. Là, en faisant handle click de 2, ça va envoyer ici, puis ça va dire, ben, quand c'est la case 2, c'est là que tu mets le X. Fait que là, quand je clique sur les différentes cases, ça va les gérer, ça va les assigner à la bonne valeur, puis ça va être capable de bien présenter les informations. Là, par contre, on est encore juste à mettre des X. Hein? Ça serait intéressant d'avoir est-ce que c'est un X ou est-ce que c'est un O que j'ai besoin d'écrire. Fait que pour être capable de faire ça, on va vouloir prendre des tours. OK? Fait que là, ici, pour être capable de prendre des tours, ça va être de l'état, hein, parce que c'est quelque chose qui change. Dès qu'il y a une information qui est modifiée, ben, il va falloir être capable de spécifier ça. Fait que là, ici, on se crée un autre état, un autre variable, hein, qui va dire est-ce que X, c'est le prochain joueur, puis ça va être à moi de comme changer ça. J'utilise un true ou false, puis je vais pouvoir le flipper back and forth. Fait que là, pour savoir est-ce que c'est lui ou pas, je peux le mettre à l'intérieur ici. Fait que là, le principe, c'est que si c'est X, je mets X. Sinon, je mets O. Puis là, le principe, c'est que j'assigne ces deux éléments-là. J'inverse ma valeur. Fait que là, si je essaye ça, ça fait un X, ça fait un O, ça fait un X, ça fait un O, ça fait un X, ça fait un O, ça fait un X, ça fait un O. Mais là, on a un autre petit problème, parce que la programmation, c'est juste des problèmes. Si je clique sur la même case, ben, ça change de joueur, mais ça remplit par-dessus hein,
l'élément que j'avais. Fait que c'est pas exactement la chose la plus intéressante. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dans la gestion de notre clic, OK, se demander est-ce que cette case-là n'est pas nulle? Parce que si elle n'est pas nulle, c'est qu'on a déjà quelque chose dedans. Fait que arrête tout de suite, là. OK? On ne veut pas continuer. Là, soudainement, quand je mets mes X et mes O, puis si je clique sur une case, je clique, il ne se passe rien de plus. Fait que là, j'ai vraiment quelque chose qui ressemble à un jeu de tic-tac-toe. Ce qui va me rester à faire, c'est de déterminer c'est qui le gagnant. OK? Fait que là, pour déterminer c'est qui le gagnant, on va utiliser une fonction de résolution de problème. Là, OK? On n'a pas besoin de trop se demander c'est quoi cette fonction-là. C'est juste une manière mathématique de déterminer si quelqu'un a gagné la game de tic-tac-toe. Fait que ça me permet d'envoyer mon tableau, puis ça va me retourner c'est qui le gagnant. Fait que une fois que j'ai cette prémisse-là, je vais faire deux choses. Premièrement, s'il y a un gagnant, je ne veux pas continuer ma partie. Fait que là, ici, déjà là, on va voir si ça fonctionne. J'ai un gagnant. Puis là, si je clique à d'autres endroits, je peux voir que ça ne fonctionne plus. Si je veux réinitialiser les choses, il faut que je recharge la page. Il faut que je paye sur F5 pour que la page soit rafraîchie. Puis après ça, ben, ce qu'on veut avoir, c'est... Je veux savoir s'il y a eu un gagnant. Puis, est-ce que... Oups, c'est pas là que je veux savoir s'il y avait eu un gagnant. Donc, je détermine s'il y a eu un gagnant. Puis, en fait, c'est le statut. Donc, ça me dit c'est quoi le prochain joueur. Ça me permet de savoir c'est quoi le prochain joueur. Ou sinon, ça va me dire c'est qui le gagnant. Puis là, je peux utiliser cette information-là, de l'information conditionnelle, pour être capable de dire, ben là, je joue X, je joue O, je joue X, je joue O, je joue X. Le gagnant, c'est X. Puis là, je ne peux plus cliquer nulle part. Puis là, ben, on a un jeu de tic-tac-toe qui est pas mal complet. Fait que ça fait un tour, tu sais, là, c'est très rapide, là, tu sais, on n'a pas exploré tous les éléments de qu'est-ce qui se passe, toutes les interactions possibles, toutes les limitations qui viennent avec ça. Mais on peut voir que, tu sais, ça fait 40 minutes là, qu'on fait ça, puis on a fait un jeu de tic-tac-toe complet, OK, qui me permet de déterminer un gagnant, qui gère l'état de c'est à tour de quel joueur, qui gère l'état de qui c'est qui gagne, quand même de manière avec très très peu de code à l'intérieur. Donc, on voit ici vraiment la force de React qui permet de créer des applications qui peuvent qui semblent complexes, mais qui derrière ont cette complexité-là est bien supportée par le principe de component, le principe d'état, le principe de JSX pour être capable de comme facilement construire quelque chose qui est rapidement fonctionnel. Ici, je veux aller jaser d'une dernière petite chose. Là, j'ai fermé cette table-là par mégarde. Laissez-moi m'y retrouver. Je veux
Fait que la dernière chose que je veux regarder avec vous, c'est comment est-ce que ça viendrait s'intégrer avec nos connaissances de l'application multicouche. J'ai un deuxième exemple ici, okay, qui utilise React aussi. Là, okay? Donc, on a le principe de save state, on a le principe de fonction, on a le principe d'un return. Okay? Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai un API. Okay? Donc, j'ai un API à cette adresse-là. Donc, on peut voir ici que c'est un... c'est pas un vrai API, c'est un espèce de fake API, c'est un mock API qui me permet d'aller chercher juste une donnée directe. Fait que si je regarde ici, là, OK, c'est à cette adresse-là, là, ça me donne un tableau de différentes informations. C'est des choses que on est habitué de comprendre puis de visualiser. Là. Ça m'a fourni du JSON, un tableau d'objets avec 2 champs dans chacun des objets. Puis là, le principe, c'est que moi, je voudrais que l'application utilise cette information-là. Fait que, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, je peux voir ici, j'ai ma fonction, OK, j'ai du state encore une fois, j'ai un return, puis là, ici, j'ai une liste de bullet points. Puis, à l'intérieur de cette liste-là, j'ai quelque chose qui s'appelle le state. Puis, ce que l'application fait, c'est qu'au début, quand la page load, la page va faire une requête à notre serveur. Et comment est-ce qu'on fait pour faire cette requête-là? Ben là, il y a un autre qui appelle des hooks. Là. Tout ce qui commence avec le mot use, c'est des hooks. Donc, on a le use state qui me permet d'avoir des variables, mais on a le use effect qui va me permettre de faire une fonction au chargement de la page. Fait que, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction-là? On va avoir l'utilisation de la fonction fetch. Donc, la fonction fetch, c'est la fonction qui me permet de faire une requête HTTP. OK? Fait que quand tu utilises le Thunder Client, là, puis que tu cliques sur le get, derrière, c'est cette fonction-là qui est utilisée. Fait que le principe, c'est que je fais une requête sur cette fonction-là, puis je sais que le résultat va être en JSON, puis une fois que j'ai les informations qu'il y a là-dedans, ben, je l'envoie à mon application de React. Fait que on est capable de faire des requêtes sur nos serveurs. On est capable de recevoir le résultat de ces requêtes-là. Puis, on est capable de, après ça, dire, ben OK, je prends les informations qui sont là-dedans, puis je suis capable de les afficher. Donc là, ici, ça utilise les noms de chacun pour être capable d'aller chercher l'élément qui vient avec. Avec ça, ça nous permet de bien comprendre le principe de application multicouche. On a notre serveur que nous, on a créé. On a une application qui est interactive, qui est capable de faire des choses. Puis, on a une partie qui est aussi d'aller chercher les informations puis pouvoir les charger à l'intérieur de mon application en React. Avec ça, ça nous permet de faire des applications full stack. Excellent. Donc, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer dans le cours. On a maintenant officiellement terminé notre curriculum de la session. Donc, nous, qu'est-ce qui va nous rester? Ça va être la semaine prochaine, la pratique pour l'examen final. Donc, on va aussi jaser des modalités de l'examen. Donc, puisque l'examen va être présentiel, vous allez pouvoir apporter sur vos laptops. Si vous voulez utiliser les ordinateurs de l'école, on va regarder c'est quoi les outils qui vont être disponibles pour être capable de faire ça correctement. Sinon, on a aussi le devoir qui reste à compléter. Donc, il y a quelques questions des fois qui s'en venaient. Donc, n'hésitez pas aussi à, si vous restez bloqué, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, à me jaser sur Teams ou par Mio pour être capable de compléter ça. On a jusqu'à la semaine prochaine pour
compléter cet exercice-là. Puis, ben, sinon, il va nous rester l'examen final en présentiel dans 2 semaines. Fait que ça serait tout pour nous aujourd'hui. Avant de s'en aller, juste dire que ça m'a fait un plaisir de vous enseigner le développement d'applications web côté serveur dans ce cours. J'espère que possiblement on va se revoir durant la session dans d'autres cours. Tu sais, on se revoit la semaine prochaine. C'est comme la dernière partie magistrale qu'on a ensemble en ce moment. Et que vous ayez eu du bon temps avec moi.